bonjour à toutes et tous, merci de vous être connectés. Moi, je m'appelle Jocelyn Marguerite, je suis veto volaille et je suis président de la commission aviaire SNGTV et, responsable, parmi les responsables de ceux qui ont commis cette nouvelle visite sanitaire annuelle, avicole plutôt. On commence juste par cette petite diapo de bonnes pratiques entre nous. Donc, si vous pouvez garder, s'il vous plaît, micro et caméra fermés pendant la présentation. On va garder les questions pour la fin. Et puis, à la fin, avoir l'outil, là, vous avez la possibilité de lever la main. On essaiera d'être de donner la parole à tout le monde. Et c'est un webinaire qui est enregistré. Vous avez vu l'information quand vous vous êtes connecté. Donc, on démarre. Il est 13h03. Si l'ordinateur veut bien. On est en train de passer la barre des 40. Oh là 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 là. Quelle pression. Parce que vous avez tous envie de réfléchir à autre chose qu'à la vaccination influenza aviaire. Alors, oui, alors moi, j'aimerais bien pouvoir faire défiler mes diapos. Voilà. Donc, on va parler de cette VSA sur les effluents. Donc, VSA qui a commencé, comme vous le savez, au mois de septembre, qui est conduite jusqu'à la fin de l'année 2024. On verra comment ça va se passer par la suite. Et je voulais surtout commencer par remercier les personnes de la SNGTV qui se sont impliqués à mes côtés pour réaliser cette VSA, Charles Babin, Stéphanie Filizot et Charlotte Varembourg, l'épidémiologiste de la SNGTV qui est connectée là. Merci beaucoup parce que c'est un sacré boulot et qui a été conduit en des temps vraiment très très serrés. Et je pense qu'on a réussi à sortir quelque chose de bien. Alors, je ne sais pas, un auto-satisfait comme ça, mais je commence à avoir pas mal de retours de collègues qui ont fait les VSA et qui me ramènent plutôt des messages très positifs de la manière dont c'est reçu par les éleveurs sur le terrain. D'où ça vient, je ne sais plus dans quel sens j'ai fait mes diapos, d'où ça vient, je vais le redévelopper peut-être un petit peu après. Vous savez qu'à la base, c'est une commande de la DGL et on propose en tant que SNGTV un thème, des thèmes. Bon, le cadre, c'était de faire à nouveau une VSA sur la partie biosécurité. Et cette partie effluent nous a semblé particulièrement intéressante. On va voir pourquoi. Les documents remis ici dans cette présentation et que vous avez tous trouvés, alors ça a été diffusé officiellement, c'est passé par les OVVT aussi largement. Je pense que vous avez tous pu le prendre en main. Il y a 3 documents, un questionnaire en 5 parties qu'on va prendre le temps de développer ensemble, une fiche éleveur recto verso. Alors sur la première version, on n'avait pas encore la version finalisée du tableau de synthèse réglementaire travaillé avec la DGL. On l'a désormais et on a une fiche des 5 M, on en reparlera tout à l'heure, à personnaliser, à entourer en fin de VSA avec l'éleveur. Et le troisième document, c'est le Vademecum, alors que je ne vais pas prendre la peine de développer ici, mais dans lequel on a essayé de donner des explications à chacune des questions qui sont posées, avec aussi souvent que possible des références pour pouvoir un peu vous aider à vous positionner dans la discussion avec l'éleveur. On va parler effluent et on va voir ce qu'on entend par ça. Évidemment, c'est une VSA, c'est le veto sanitaire qui l'a fait. On fait le focus sur les aspects sanitaires. On ne parle pas des aspects environnementaux. D'abord, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai aucune compétence en la matière. C'est un vaste sujet et il y a déjà beaucoup à dire sur les aspects sanitaires. Donc, on va rester sur les effluents, vraiment sur la partie strictement sanitaire dans cette VSA. Comment on en est arrivé là? Je
disais, il y a la commande de la DGL de faire une VSA sur la biosécurité. On avait déjà eu des VSA qui abordaient la biosécurité sur un aspect global au niveau de l'élevage. C'était déjà intéressant de voir l'ensemble des aspects de biosécurité. Et on a voulu faire vraiment un message ciblé, prendre un des aspects et aller un peu plus en profondeur dans la discussion, dans l'exploration de cet aspect-là. Forcément, l'idée, elle est venue des 4 crises influenza qu'on a vécues tous et de la dernière particulièrement énorme en 2022-2023, où on a très largement suspecté, sans avoir le temps d'aller creuser les choses comme il faut, les mouvements de fumier, de lisier, de digestat, etc., que ce soit le contenu ou que ce soit le contenant, les tracteurs, les tonnes à lisier, les bennes diverses et variées, comme des éléments très probables de diffusion du virus dans pas mal d'endroits. De même, la recrudescence des positivités salmonelles dans l'environnement et le fait que la France soit passée au-dessus des seuils demandés par l'Union européenne, hein, on les a frôlés en tout cas, notamment sur la filière pondeuse. Les questions récurrentes qu'on a de croisement, de contamination avec les autres ateliers, et notamment au travers des effluents, bon, ça nous a emmené à choisir cette thématique avec comme objectif de sensibiliser encore plus l'éleveur et son vétérinaire à l'importance de ce sujet-là, de mesurer un certain nombre de choses, hein, parce qu'on a aussi des données chiffrées qui vont être exploitées derrière sur les 10% de VSA réalisés que vous allez enregistrer. Il y a des stats qui seront faites là-dessus. Et au-delà des choses très chiffrées, et là encore une fois, merci à Charlotte de pouvoir nous avoir amené à construire les questions pour qu'elles soient exploitables, eh bien, on a aussi une large place à la discussion, une large place à la discussion sur chacune des sous-thématiques. Hop, non, toujours pas. C'est parti. Ce questionnaire, donc la partie la plus importante finalement, enfin, la fiche aussi est très importante, le Vademecum, vous pouvez vous y référer autant que de besoin, mais le questionnaire, qui est la partie centrale de la VSA, il est en 5 parties. On va le développer là, mais j'aime bien cette vision un peu globale. Il y a une partie descriptive de l'élevage qui permet de savoir un petit peu comment on va utiliser, exploiter les données qui sont relevées à l'occasion de la VSA. On a ensuite une deuxième partie introductive qui est intéressante, c'est pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que l'éleveur, lui, entend derrière le mot effluent et qu'est-ce que nous, on a retenu dans le groupe de travail. J'ai oublié de préciser que, bien sûr, au-delà de la SNGTV et de la DGL, on avait fait largement appel aux interprofessions et puis à l'ITAVI qui nous ont bien... Et puis à l'ANSES également. Enfin, on a essayé de questionner un maximum de gens et de tenir compte de leurs avis, de leur retour là-dessus. Donc, nous, on a fini par, on va dire, cadrer le sujet des effluents. Qu'est-ce que l'éleveur entend par ça? Et puis, on se met d'accord et on commence à parler un petit peu des risques et déjà des expériences de l'éleveur avec les risques liés à ces effluents. Pardon. La grosse partie centrale du questionnaire, c'est sur la gestion des effluents. On va en développer après. Et d'abord, nous, on avait dans l'idée de parler fumier, lisier, fiente, parce que pour nous, les effluents, c'est ça. Alors, ce n'est pas vraiment ça, et je ne rentrerai pas dans le débat, des fois au sens réglementaire du terme, mais en tout cas, nous, on voulait vraiment parler de ça. Et par contre, dans la construction de la VSA, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions qui pouvaient être intéressantes à explorer sur d'autres effluents. Donc, on a quelques questions, hein, c'est des parties beaucoup plus réduites ensuite, sur
les œufs ou bien les produits animaux issus de l'abattage non valorisés pour la consommation humaine dans les exploitations qui sont associées, donc soit avec un centre de conditionnement d'œufs sur place, soit avec un petit abattoir, une tuerie, savoir comment c'est géré. Les cadavres ensuite, et ça va concerner tout le monde. Les eaux de lavage également pour qui concernent tous les élevages. Puis on passe sur une partie certes réduite à ce niveau-là, mais qui a vraiment pour vocation de sensibiliser les gens à la partie méthanisation. C'est que c'est une technique qui se développe assez largement et on suspecte éventuellement des problèmes liés à cette technique si les flux ne sont pas parfaitement maîtrisés. Et il y a plein de cas où c'est maîtrisé, mais en tout cas, ça vaut le coup de se pencher là-dessus. Et une ouverture sur des mesures spéciales qui seraient éventuellement déjà envisagées, déjà prêtes dans les élevages. Vous savez que ça fait partie aussi des demandes dans le cadre de la gestion de l'influenza où on demande aux éleveurs, aux organisations de production, aux couvoirs, etc., de réfléchir à euh, des plans de gestion en cas de souci. Voilà, ça s'affole sur les messages. Je regarde si. Ok, le son, ça marche. On a un collègue qui est pas bien, désolé. Alors, hop. Maintenant, on va rentrer dans le détail du questionnaire. Et justement, sur la description de l'élevage, il n'y a pas de détail. Alors, il y a tout, je vous fais grâce de la première partie sur l'identification de l'élevage, de toute façon, des éléments qui sont indispensables pour que vous puissiez enregistrer vos VSA. La description de l'élevage. Ensuite, on ne rentre pas dans le détail de la production parce que finalement, on reste focus sur notre objectif effluent et ce qu'on a besoin de savoir, c'est si on est sur des productions courtes, longues, avec de la litière ou sans litière, si éventuellement, petite question supplémentaire, il y a un parcours qui pourrait être une sorte de dilution de la production de fientes, de persistance aussi de ces fientes à proximité des bâtiments. Et puis, s'il y a des choses en plus, des trucs en plus au niveau de l'élevage, est-ce qu'il y a des œufs, est-ce qu'il y a des déchets d'abattoir, etc. Ça se présente comme ça. Vous voyez, trois questions qui reprennent exactement ce que je viens de dire. Et donc, on a regroupé ensemble les productions chères, les productions de la filière gras, les futures pondeuses et pondeuses, et puis, etc., etc. La question sur le parcours et la question 1.3 qui ouvre éventuellement sur les questions spécifiques qui concernent les déchets d'abattoir et les œufs non utilisés. Et là, ensuite, on rentre directement dans le vif du sujet sur une question ouverte où on demande à l'éleveur, tiens, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un effluent ? Et puis on le laisse nous dire ce qu'il en pense, pour ensuite dire que dans le reste de la discussion, ce qu'on va nous considérer comme effluent dans cette VSA, c'est tous les produits provenant des volailles détenues dans l'élevage et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Donc, bien sûr, les fientes, les lisiers, les fumiers, mais aussi les eaux de lavage, etc. Donc, on ouvre, on dit, voilà, on va parler de tout ça. On demande ensuite à l'éleveur de nous indiquer, dans le cadre qu'on a prédéfini juste avant, quels sont les effluents qu'on retrouve chez lui. Est-ce qu'il y a du fumier? Est-ce qu'il y a du lisier? Est-ce qu'il y a des fientes, des eaux de lavage? Est-ce qu'il y a des cadavres? Bon, ça, vous risquez d'avoir pas mal de cases à cocher, mais ça va nous permettre aussi, d'un point de vue statistique, de voir sur les VSA, dans l'exploitation des VSA, un petit peu les catégories d'effluents de ce côté-là. Et puis, sur l'autre colonne, tout ce qui est œufs non commercialisés en consommation humaine,
Alors, on a précisé donc coquilles et restes d'éclosion. Comme vous le savez, le couvoir n'est pas considéré comme un élevage. Normalement, il n'y a pas de VSA au niveau d'un couvoir. On l'a prévu sur des cas peut-être très particuliers de petits élevages. On commence à en voir, mais ça se compte peut-être sur les doigts d'une main qui ferait, qui aurait des activités d'incubation sur place. Et puis on a aussi les éclosions à la ferme dans quelques élevages un petit peu plus nombreux cette fois-ci. Les produits animaux issus de l'abattage et non valorisés en consommation humaine, sang, viscères, abats, 3 petits points. Et puis les autres produits, vous voyez que pour les activités d'abattage à la ferme, on distingue sang, viscères, abats d'un côté et les plumes de l'autre. Ça, c'est pour ce qui est produit sur l'exploitation. Mais on va tout de suite ouvrir la discussion sur les possibilités de contamination croisée éventuelle quand l'exploitation reçoit des effluents d'autres exploitations. Et mine de rien, c'est quelque chose qui n'est pas si rare, notamment avec le développement d'activités de compostage, de méthanisation, etc. Donc oui ou non, et ensuite la même typologie, on a pris exactement le même copier-coller sur la typologie des effluents. On verra si vous avez des questions là-dessus à la fin. Je crois que ça, on est vraiment sur des choses très, très basiques pour ouvrir la conversation. Et là, ensuite, eh bien, on va questionner l'éleveur sur sa perception des dangers qui seraient liés aux effluents et l'évaluation du risque lié à ces dangers. Donc, question 2.5. Selon vous, tous les effluents peuvent-ils transporter des virus, dont celui de l'influenza aviaire? On précise l'exemple, ça peut venir, peut-être que dans la discussion, il y a d'autres choses qui peuvent sortir, et vous avez le petit cadre en 2.9 qui vous permet aussi de de compléter les notes sur des choses plus particulièrement relevées par l'éleveur. Et vous allez voir qu'on l'utilise à un autre moment, mais quand on essaye de sensibiliser l'éleveur ou de lui préciser un petit peu les choses en termes de danger, on va souvent choisir un virus, l'influenza aviaire, hein. On est un peu monomaniaque, mais ça nous occupe bien. Et puis, un ou deux exemples de bactéries, et d'abord les salmonelles, éventuellement le botulisme, et on sait qu'il y a pas mal de cas de figure aussi où la gestion des effluents a pu occasionner des problèmes de ce côté-là. Donc 2.6, même question sur les bactéries, Salmonelle et Clostridium botulinum, avec à chaque fois l'éleveur qui répond, est-ce que pour lui oui, non, ou est-ce qu'il ne sait pas. Une petite question ensuite sur, d'après vous, quelle est la durée de vie des salmonelles dans ces effluents? Il y a plusieurs réponses possibles parce que de fait, on vous a remis dans le vade-mecum des données qui étaient produites et réutilisées plusieurs fois dans des outils de communication sur les effluents, comme quoi ça reste de manière variable, et on peut aller en fonction des types de supports de quelques jours, hein, 9-10 jours dans des fientes, jusqu'à plus de 1000 jours dans des bouses de vaches séchées, quoi. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus. Le but, c'est de savoir comment l'éleveur il perçoit le risque de persistance des agents pathogènes dans les effluents. Et ensuite, on lui demande si, d'après lui, il a déjà eu des problèmes sanitaires dans son élevage, ou s'il en a déjà entendu parler, qui seraient liés qui seraient liés aux effluents. Alors c'est assez large, hein, du stockage, du transport, de l'épandage autour de chez lui. Est-ce que lui, il a en mémoire un problème qui aurait pu être lié à ça? Et vous avez une case commentaire libre en 2.9,
et c'est aussi l'occasion de glisser un conseil ou deux là-dessus. Vous pouvez aussi, bien entendu, puisque parfois la VSA peut être couplée à votre bilan sanitaire, utiliser ce que vous savez, les informations que vous avez construites pour préparer votre bilan sanitaire, pour travailler là-dessus. Si on a des épisodes de bronchite infectieuse avérés dans le bilan sanitaire, dans l'élevage de pondeuses chez qui vous faites la VSA, et que dans l'enquête épidémiologique qui avait été faite à l'époque, on suspectait un épandage à côté, si ça ne revient pas naturellement à l'éleveur, après l'avoir laissé répondre à la question 2.8, c'est des choses qui peuvent être redéveloppées. On a eu ces parties introductives, qui posent la définition des effluents et qui permettent d'avoir une idée de la manière dont l'éleveur appréhende le risque lié à ces effluents. Et puis après, on va rentrer dans la gestion des effluents en elle-même. La troisième partie, c'est vraiment sur la gestion. Et la plus grosse partie est bien sûr focus sur le fumier, le lisier et les fientes, qu'on a redécoupé pour bien organiser, clarifier les choses, un peu dans un schéma classique de gestion chronologique. L'enlèvement, le stockage, le transport, l'utilisation. Avec, dans les grandes questions, on va passer, mais on passera peut-être rapidement sur les questions ensuite, mais l'enlèvement, on a la fréquence, le tonnage. Ça, c'est une question super intéressante et on a beaucoup d'éleveurs qui nous disent, mais vous ne nous parlez jamais de ça d'habitude. Ouais, c'est vrai. Et ça, il y a des discussions vraiment pertinentes ensuite derrière. Le stockage, dedans, dehors, j'entends par rapport à l'exploitation, la distance par rapport au bâtiment, par rapport aux autres, le lien avec l'environnement et surtout avec les autres élevages, l'assainissement de ces effluents. Le transport, par quels opérateurs, quel matériel, quel est le respect de la biosécurité, le nettoyage et la désinfection des outils de transport, les trajets, les distances, et puis l'utilisation aussi, quels opérateurs, quel lieu, quelle distance, quelle méthode. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, on a d'abord l'enlèvement, 2 questions. À quelle fréquence videz-vous le fumier? On a prévu une partie sans objet. Je ne sais pas si vous aurez, vous, si vous rencontrerez le cas de figure où ce sans objet peut. Alors, il y a un micro d'ouvert à couper, s'il vous plaît. Et donc, mais on n'a pas trouvé comment formuler la question après sur quelque chose de fermé. Donc là, on est sur du texte libre. Donc, il ne sera pas exploité, mais l'information nous paraît pertinente quand même à relever. Et ensuite, on a la deuxième question sur cette partie enlèvement, c'est quel tonnage annuel? Alors, soit l'éleveur connaît ça par cœur, parce que de toute façon, il en a la nécessité par ailleurs dans la gestion de ses plans d'épandage, soit il a une idée, mais pas globale, et il peut y avoir un petit calcul à refaire avec lui en fonction du nombre de lots et de ce qui sort à chaque lot, éventuellement de ce que contiennent ces bennes, etc. Deuxième sous-partie, la partie stockage, où on va parler de où ça se passe, pendant combien de temps, et éventuellement les parties assainissement. Donc là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, plus les conseils pratiques ensuite. L'idée, c'est de savoir s'il stocke ou pas. Alors, si jamais c'est un export direct, ça existe et relativement fréquemment, une entreprise extérieure vient chercher le fumier dès qu'il est sorti du bâtiment. On indique qu'il faut passer directement à la partie transport. Et s'il y a du stockage, eh bien, on regarde d'abord d'un point de vue macro en termes de risque, est-ce qu'on est dans la zone professionnelle ou en dehors de la zone professionnelle? Ça permet de faire un petit rappel de ce côté-là. Ensuite, savoir à quelle distance d'animaux d'élevage
On précise bâtiment ou non parce que ça peut être stocké à proximité d'une pâture, quoi, donc à quelle distance d'animaux d'élevage. Quand on parle d'animaux d'élevage dans cette VSA et qu'on ne précise pas, ce sont bien sûr tous les animaux d'élevage et pas que les volailles. Ça peut être à quelle distance d'un élevage de bovins, quelle distance d'un élevage de lapins, etc. etc. Vous stockez ces effluents. Moins de 100 mètres, entre 100 et 500 mètres, plus de 500 mètres, ça c'est un compromis. Il y a peut-être des références, je regarde dans le Vademecum en même temps. C'est difficile de. Voilà, ça a été un choix qui a été fait de catégoriser les distances comme ça. Évidemment, nous, on le fait, on vous le propose dans l'idée d'un risque plus ou moins fort. Plus on est proche, plus on peut avoir un risque. Les fumiers lisiers fientes stockés sont-ils accessibles aux animaux sauvages? Oui ou non? Donc ça, bien sûr, non, ça nécessite qu'ils soient entièrement bâchés et d'accès complètement bloqué, pour un fumier par exemple. Et puis ensuite, pendant combien de temps les fumiers lisiers fientes sont-ils stockés sans nouvel apport de stock? On a mis, vous retrouverez forcément des références que vous connaissez par rapport à, à l'assainissement dit naturel par rapport au virus de l'influenza aviaire. Hein. 42 jours pour les fumiers, 60 jours pour les lisiers. Ces références-là vous sont rappelées dans le Vademecum. Là, on laisse, on peut laisser l'éleveur dire un peu ce que lui en pense, et puis on reprécise avec les 3 catégories, avec les 4 catégories, puisqu'il y a aussi ne sait pas, c'est possible, qui sont mis là. Et la question 3.1.8 qui en découle, c'est arrive-t-il que des fumiers lisiers fientes sortent du stockage avant la fin de l'assainissement, sous-entendu de l'assainissement officiel influenza aviaire, donc à moins de 42 jours ou à moins de 60 jours pour le lisier. On passe ensuite au transport. Je crois que j'ai plusieurs diapos sur la partie transport, ouais, parce qu'il y a un petit peu plus de questions. On va avoir des questions qui vont avoir trait à qui le fait et avec quel matériel. Et d'abord, donc, qui le fait? Dans votre exploitation, les fumiers lisiers fientes sont transportés par vous-même, par un tiers, sans objet, ce qui vous permet de passer directement à la partie utilisation. On peut cocher plusieurs réponses parce que, évidemment, il peut y avoir une partie qui est transportée par l'éleveur et une partie qui est transportée par un tiers pour une autre destination, par exemple. Le matériel utilisé pour le transport et l'épandage des fumiers, lisiers, fientes, là aussi, il y a plusieurs réponses possibles, donc appartient uniquement à l'exploitation, est en partie prêté, c'est-à-dire notamment sur le travail en CUMA, et partagé avec d'autres éleveurs, toutes productions confondues. Là, vous voyez, on va tout de suite gratter un petit peu du côté des contaminations croisées au travers du matériel. C'est un sujet suffisamment vaste et on a essayé de resserrer au maximum les réponses pour pouvoir les exploiter, mais on a gardé une partie autre si jamais il y a quelque chose qui nous a échappé en termes de possibilités, il y en aura certainement. Une question générale qu'on a tournée comme ça parce qu'on se disait, on voulait le respect des zones, etc. On veut toujours faire préciser à l'éleveur si le transport des fumiers lisiers fientes s'y respecte bien le plan de biosécurité et de circulation de l'exploitation. Ça peut l'interroger, il peut se dire, tiens, je ne sais pas trop de quoi tu me causes là, donc ça permet de creuser un petit peu plus avec lui et de savoir si les bennes, s'il ne peut pas y avoir des bennes de fumier de bovins qui passent dans la zone professionnelle des volailles, etc., etc. Et question rajoutée sur est-ce que le transport est effectué de manière close et étanche? On a rajouté ne sait pas parce qu'on peut avoir en effet
des transports qui sont faits soit par un tiers et puis l'éleveur n'a pas forcément toutes les informations, soit même avec son propre matériel, dire bah, tu sais, je ne peux pas trop m'avancer si c'est bien clos et étanche. La suite des questions sur le transport, on parle plus de nettoyabilité. Il y a un petit tableau sur la partie nettoyage des infections sur la diapo suivante, vous verrez, mais là, c'est une question générale de nettoyabilité. Donc, le contenant d'expédition est-il nettoyable et désinfectable? Et puis, des idées de distance et de croisement éventuel, de circulation. Donc, là, on a fait le choix de demander la distance maximale. Parce que, évidemment, il peut y en avoir dans différents champs, à différents endroits, sur différentes plateformes. On veut approcher la distance maximale que le fumier, le lisier ou les fientes peuvent faire. Ça nous donnera une indication quelque part de l'étendue géographique du risque de diffusion. On demande ensuite 3.1.15 si le trajet des fumiers lisiers fientes passe devant d'autres élevages et inversement, si l'éleveur a remarqué que des effluents de ce type-là, provenant d'autres exploitations, peuvent être transportés devant, on a précisé, votre zone professionnelle. Donc la zone professionnelle, on est d'accord, elle est définie pour l'élevage de volailles. Donc là, on aborde le côté de contamination croisée, soit le risque que l'éleveur fait éventuellement prendre à ses voisins avec ses propres effluents et réciproquement. Et la dernière partie sur cette partie transport, c'est est-ce que c'est des possibilités, enfin c'est comment est réalisé le nettoyage et la désinfection. Donc dans le tableau suivant, cochez les cases correspondant à vos pratiques concernant le nettoyage et la désinfection du matériel utilisé pour le transport des fumiers lisiers fientes. Il y a on peut cocher plusieurs choses, hein. Et donc vous avez un tableau à plusieurs entrées où vous voyez dans la première colonne et donc en ligne ensuite on va demander si c'est nettoyé ou si c'est désinfecté. Bon là on vous fait totalement confiance pour faire la différence entre les deux. Parfois c'est pas toujours clair dans la tête de l'éleveur. Le nettoyage il est pris au sens large, hein. On n'a pas retenu spécifiquement l'utilisation d'un détergent. Vous pouvez le faire figurer ensuite dans les conseils s'il y a une question de ce côté-là, mais c'est ce qu'il y a déjà un nettoyage. Et puis la désinfection, c'est évidemment d'abord ce que l'éleveur vous dit, et puis s'il y a des choses à rajouter par rapport à l'homologation des produits, aux quantités, etc., vous avez le petit pavé en dessous. Donc, est-ce que ces matériels sont désinfectés par l'éleveur d'une part avant d'entrer sur l'exploitation et après utilisation? On inclut bien à la fin de l'utilisation, hein. Bon, on n'est pas. Il peut y avoir la blague de dire bah, moi, je ne vais pas laver ma benne à chaque fois que je viens en chercher une quand je vide mon poulailler, quoi. S'il y a 10 bennes à sortir, c'est à la fin des 10 bennes, quoi. Et est-ce que ce matériel aurait été éventuellement nettoyé ou désinfecté par l'utilisateur précédent? Oui, non, ne sait pas. Ça, c'était la partie transport. Et puis, on finit sur la partie utilisation, où on va bien évidemment parler essentiellement de l'épandage avec différentes questions, de savoir si l'éleveur utilise ses fumiers lisiers fientes lui-même ou est-ce que c'est repris par un tiers. Sur quel type de parcelle? Parce que bien sûr, on sait que le risque peut être différent en fonction, si on va l'épandre sur une pâture, sur des pâtures ou bien sur des céréales, ou si on l'emmène chez un composteur agréé, chez un méthaniseur agréé, etc. On a laissé une petite place pour autres. C'est là qu'apparaît l'idée d'enfouissement immédiat ou de sans enfouissement immédiat. On l'a vraiment renvoyé bien à cette dernière partie utilisation. Et on repose une question qui est, pour le coup,
construite sur le même modèle que ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport au transport, c'est de savoir si l'endroit où on va épandre ces fumiers liséfiantes, est-ce que c'est proche d'autres bâtiments d'élevage, d'autres que ceux de l'éleveur, ou bien, et réciproquement, est-ce qu'il y a d'autres exploitants qui viennent épandre des fumiers liséfiantes proches de l'exploitation avicole de l'éleveur. On a gardé les mêmes distances que pour le stockage, 100 mètres, 100 à 500 mètres et supérieur à 500 mètres. Et avec ça, on a fait le tour de la partie fumier liséfiante et on vient compléter ensuite avec les autres effluents. Donc évidemment, vous allez passer, me semble-t-il, beaucoup plus de temps sur cette partie fumier liséfiante qui était notre cœur de cible et on a réduit le nombre de questions sur les autres. Alors il y en a qui seront directement pas concernés. Donc le premier, c'est les œufs et produits animaux issus de l'abattage non valorisés en alimentation humaine. On demande une idée du tonnage, une approximation du tonnage annuel. Si c'est sans objet, hop, on passe directement à la partie cadavre. Et ensuite, on demande la destination de ces produits. Avec, attention, il y a pour l'équarrissage deux possibilités. Il y a ce que nous, on connaît en termes d'équarrissage classique, c'est-à-dire la collecte des cadavres façon ATM, hein, animaux trouvés morts. Donc ça part avec les cadavres. Et puis, il y a un contrat spécifique, hein, collecte en C3 pour ces produits. S'il y a un autre moyen, on laisse la possibilité d'y répondre. Vous verrez bien dans la discussion avec l'éleveur. Alors, il faudra leur rappeler aussi, nous, on est porteur d'un message également réglementaire. Après, clairement, on n'est pas la police et même les VSA qui sont remontés pour une étude statistique sont remontés de manière anonyme. C'est-à-dire que l'élevage n'est pas identifié en tant que tel. Ensuite, on passe à la partie cadavre qui va concerner tout le monde avec des questions physiques sur l'organisation, où est-ce que se trouve le bac d'équarrissage, avec le petit piège. Hein, le bac d'équarrissage est-il situé bien en dehors de la zone professionnelle? Vous savez que c'est une obligation réglementaire qui soit au-delà des limites de la zone professionnelle. S'assurer, mais on demande à l'éleveur ce qu'il en est vraiment, hein, si le camion d'équarrissage peut ramasser le bac sans entrer dans la zone professionnelle. Ensuite, on a un détail sur la gestion du bac d'équarrissage, savoir s'il est nettoyé et désinfecté. Même remarque que tout à l'heure pour le matériel. Jamais à chaque collecte, à chaque vide sanitaire ou autre. Le autre, ça peut être quand j'ai le temps, quand je trouve qu'il est sale, etc. On a ensuite sur la question suivante, là ça a pu, nous-mêmes ça nous a un peu interrogé. Moi j'avoue que c'est un élément purement réglementaire dont j'ignorais vraiment la précision. Donc d'après la réglementation française, les cadavres peuvent être stockés à température ambiante dans un bac d'équarrissage si l'enlèvement est réalisé dans les 48 heures. OK. Doivent être stockés en enceinte réfrigérée si l'enlèvement est réalisé dans un délai de 48 heures à 7 jours. OK, vous savez qu'on a des chambres froides avec des bacs dedans. Je pense que les 7 jours, ils sont respectés, hein, on ne va pas au-delà, me semble-t-il. Par contre, doivent être stockés à température négative, congelés, OK, si l'enlèvement est réalisé après 7 jours et pour une durée maximale de 2 mois. C'est la durée maximale de 2 mois qui gratte un peu, hein, je vous l'avoue, et je ne sais pas si on va faire changer des pratiques là-dessus. En tout cas, la question clairement demandée à l'éleveur s'il est toujours en mesure de respecter cette réglementation ou non. Est-ce qu'on peut espérer à l'exploitation de tout ça, peut-être vœu pieux qu'on puisse dire, non, 2 mois c'est quand même court comme délai réglementaire, on verra. En tout cas, on collecte l'info et on passe le message.
Vous voyez, même sur la partie cadavre, c'est rapide, hein. Le but, c'est vraiment de ne pas s'étendre. La VSA, c'est fait pour durer au maximum 1 heure et il y a déjà beaucoup de choses à voir autour des fumiers lisier fientes. On parle ensuite des eaux de lavage avec une seule question et un petit conseil, un petit espace libre conseil. Donc, on veut savoir si les eaux de lavage sont récupérées dans une fosse, mélangées en grande partie avec les fumiers lisier et fientes, donc sur les lavages sur fumier, par exemple, avant évacuation, évacuées directement dans les égouts, ou bien autres. Autres, ça pourrait être, par exemple, absorbé par le sol en terre battue du bâtiment, puisque sur des gens qui laveraient après enlèvement du fumier sur des sols en terre battue, si les jus restent dans le bâtiment. Donc, un côté très descriptif et éventuellement des conseils que vous pouvez ajouter s'il y a quelque chose à dire de ce côté-là. On arrive ensuite à l'avant-dernière partie. On voulait faire un focus sur la méthanisation. Comme j'ai dit en introduction, on est toujours sur le côté sanitaire, hein. Alors, si vous pouvez, si le sujet vous intéresse, mais le but est de ne pas rentrer dans le débat agronomique ni même environnemental du sujet. On veut savoir, au travers de 4 questions, d'abord s'il y a un méthaniseur sur l'exploitation. Non, pardon, si ils utilisent un méthaniseur, s'il est sur l'exploitation, s'il est dans une station proche ou plus éloignée. Savoir si l'éleveur reprend du digesta pour l'utiliser sur son exploitation agricole. Et ensuite, essayer de caractériser un petit peu le risque lié au flux. On demande si les unités de méthanisation génèrent de nombreux passages dans votre exploitation, quelques passages dans votre exploitation, idem de nombreux passages à proximité de l'exploitation. Souvent, les éleveurs, ils ont connaissance de ça et vous ne l'avez pas forcément. Donc là, vous entrez dans la discussion avec eux. J'ai découvert l'existence de fausses tampons dispersés dans la campagne. Je passais devant sans jamais les voir, quoi. Ou bien quelques passages à proximité. S'il n'y a pas de passage proche ou dans l'exploitation, ou si en fait l'éleveur n'est pas au courant de ça. Et puis, des questions en lien avec le respect de la biosécurité sur les trajets de fumier lisier fiente à l'aller, de digesta au retour vers les méthanisations, si les principes de biosécurité sont bien respectés, toujours en partie, ou bien s'ils ne sont pas respectés. Et là, ça ouvre la discussion pour la suite. Et la suite, c'est d'abord la dernière partie du questionnaire de la VSA, où on va parler c'est ouvrir la porte à la discussion sur les procédures d'urgence dans les exploitations avicoles, en lien avec le sanitaire. On demande si l'éleveur a déjà été concerné dans son élevage par des lots de volailles positifs, salmonelle, botulisme, influenza aviaire ou Newcastle. Donc, ça permet de savoir si oui, est-ce qu'il a appliqué des mesures supplémentaires concernant les effluents pour limiter le risque de diffusion du pathogène. Ça peut être tous les effluents qu'on a vus avant. On met oui et puis on peut détailler ensuite. Parce que bien sûr, est-ce qu'il y a eu une procédure particulière de gestion du fumier ou du lisier? Est-ce qu'il y a eu une procédure particulière de gestion des cadavres? Est-ce qu'il y a eu une procédure particulière de gestion des œufs, s'il y avait des œufs qui ont dû être détruits, etc. Et les eaux de lavage pareillement. Donc il y a la possibilité, en fait, sur tous les effluents dont on a parlé avant, de se retrouver avec oui ou non des procédures particulières. Nous, clairement, dans la construction de cette question, on pense aux fosses qui ont été creusées pour enterrer des cadavres sur les sites d'exploitation.
On peut penser à des gestions particulières de fumier mélangé avec de la chaux, etc., etc. Et ça, c'est pour ceux qui ont vraiment déjà rencontré le problème. Et pour tout le monde, on demande s'il y a eu, en termes de préparation, en cas de problème sanitaire, est-ce que l'éleveur a défini un emplacement de stockage d'urgence des fumiers, lisiers et fientes? Oui ou non? Est-ce qu'il a défini un emplacement d'enfouissement de cadavres ou de confinement sur place, c'est-à-dire de stockage prolongé et sécurisé d'une grosse quantité de cadavres sur place? Et, euh, et on repose la question qui est certainement déjà venue auparavant dans la partie transport des effluents, mais est-ce qu'il y a vraiment la capacité de transporter des effluents de manière parfaitement étanche? C'est-à-dire des bennes complètement étanches, bâchées en plus, etc. Donc ça peut être intéressant aussi, j'espère, comme le reste, parce qu'on on contribue à préparer le plan d'urgence qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps dans chacune des exploitations avicoles qui pourraient être exposées à des gros soucis sanitaires. J'en ai fini avec le questionnaire. Et vous pouvez, soit vous l'avez utilisé un petit peu tout du long, soit je pense que ça permet de faire un bon résumé et de conclure. On a donc la fiche que vous allez laisser à l'éleveur et il y a une première partie où on a rassemblé, on s'est fait un peu une approche, les 5 M, hein, matière, méthode, milieu, matériel et main-d'œuvre, une approche systémique comme on peut faire en qualité par exemple dans des plans de maîtrise sanitaire abattoir ou couvoirs, des choses comme ça. Et on a repris de manière très visuelle un peu la diversité de tous les éléments impliqués, de toutes les matières, de toutes les méthodes, de tous les milieux, etc. etc. Et je ne vais pas reprendre en détail. Ah mince, ouais, c'est comme ça d'abord. L'idée, c'est dans la discussion de dire, bon, bah, chez toi, il y a tel ou tel type de matière impliquée. On a discuté, tiens, telle méthode, c'est plus à risque chez toi, etc., etc. Vous pouvez utiliser ce document-là pour entourer, souligner, mettre des croix, tout ce que vous voulez, personnaliser le document pour que, à l'issue de la VSA, on ait une synthèse très visuelle des éléments dont vous avez parlé avec l'éleveur. Et c'est sur cette même fiche où il va pouvoir, à travers des QR codes, retrouver facilement les fiches pratiques de l'ITAVI sur la gestion des effluents qui ont été faites et très bien faites. Donc, vous avez un QR code sur la gestion des lisiers pour les différentes productions, la gestion des cadavres et le stockage au champ des effluents avicoles. Donc ça, on pense que voilà, le fait de laisser ce document-là, bah, ça vous permet aussi de souligner le truc et de dire, bah, il y a ces fiches qui sont à disposition. Si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser un peu une solution par rapport à un problème qu'on a soulevé ensemble, tu peux aller chercher ça là. Ah, voilà. Et l'autre partie qu'on laisse, la DGL nous a produit et puis on a fait mettre en forme quelque chose d'un peu visuel, qui est en fait un tableau récapitulatif de la réglementation qui concerne ces effluents. Donc, vous avez en ligne les différentes matières et vous retrouvez bien sûr lisier, fumier, fiente, les cadavres, les œufs embryonnés, poussins morts dans l'œuf, les œufs sexés avant 9 jours, les coquilles, restes des closeries, les plumes. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas vous servir dans beaucoup d'élevages. Et en colonne, quelle usage peut être fait par l'éleveur, soit en... Hop, je vais passer là, ça va être plus clair. Soit en fertilisation par application directe dans le sol, soit en fertilisation après compostage ou méthanisation. Mais vous avez des choses qui sont très, très précises. Alors, c'est de la réglementation. On essaie de le faire le plus digeste possible. Et au moins, ça permet de retrouver des références claires là-dessus. Donc, l'usage par l'éleveur, l'élimination par l'éleveur, avec des choses
particulières comme l'ensevelissement ou l'élimination par incinération. C'est là où vous avez des petits astérix qui renvoient à des dérogations. C'est interdit, mais des dérogations dans des cas particuliers. Sur l'enlèvement de ces matières du site d'élevage à destination d'une usine pour usage ou élimination, et sur le stockage sur place. Donc, il faut prendre le temps éventuellement de le lire, de le regarder, vous, de votre côté. C'est peut-être là aussi où vous pourrez aller piocher des infos pour répondre à l'éleveur s'il vous pose une colle sur le côté réglementaire de ce qu'il a le droit de faire ou non. Hein, vous avez là bien le détail sur les agréments sanitaires et puis les dérogations, hein, sauf dérogation DGL ou des DE, ETSPP, etc., en cas de crise. Et on retrouve on a mis aussi sur ce côté-là, on retrouve les liens vers les fiches pratiques de l'ITAVI. Tout ça, et bien plus encore, on a essayé de le faire figurer dans le Vademecum, le troisième document, après le questionnaire et après les fiches. Et ce Vademecum, vous l'avez aussi, et on a essayé de mettre encore une fois un maximum de références de ce côté-là. Et je crois que j'en ai fini. Et merci pour votre attention. Je vais arrêter le partage et je suis à votre disposition pour les questions. Donc, comme on disait au début, si vous pouvez utiliser l'outil pour lever la main. Alors, je vais te proposer un truc, Jocelyn. Je vais Ouais, commencer par te lire les questions qui sont dans le chat, puisqu'on en a eu ça pendant la marche. présentation. Ouais, Et après, je donnerai la parole en fonction de l'ordre d'apparition, en espérant de ne pas me tromper. ok. Alors, dans Merci, le Charlotte. chat, on demandait d'abord à la question 5.1, donc dans la partie en cas de crise sanitaire, est-ce que ça concernait toutes les salmonelles? Alors, ça, c'est à vous de juger un peu par rapport au contexte de clientèle, où est-ce qu'on met le gradient. D'un point de vue réglementaire, il y a des salmonelles réglementées et il y en a d'autres qui ne sont pas. Il y a les salmonelles majeures et il y a les salmonelles dites mineures. Par contre, vous avez aussi des contextes de clientèle avec des abattoirs qui, de toute façon, imposent des mesures, quelles que soient les salmonelles. Donc, dans la préparation de votre VSA et en fonction du contexte client, on voit si les mesures ne concernent que le cadre strictement réglementaire ou si on pousse sur les salmonelles mineures parce que c'est de toute façon une stratégie client. Alors, on demandait également quelles sont les recommandations pour la collecte d'œufs. Et après, une autre question, mais c'est sur les eaux de lavage. Pour la collecte de... Alors, Ou la coule d'œufs. Ah, la coule. Pardon, la coule Euh, d'œufs. ouais. Là, on est plutôt sur les couvoirs. Sur de la coule pour les œufs clairs. Donc, il y a du stockage réfrigéré et des entreprises qui ont un agrément pour venir récupérer la coule et l'utiliser ensuite. J'en sais pas plus d'un point de vue réglementaire. Mais si j'ai bien compris la question, on est vraiment sur la partie couvoir et donc pas forcément concerné par la VSA, mais le côté réglementaire peut être intéressant de ce côté-là quand même. Alors, comment gérer en pratique les eaux de lavage poulailler, matériel de transport, dalles bétonnées, bacs d'équarrissage, notamment en cas de problème sanitaire? Beaucoup d'éleveurs, notamment en chair, n'ont pas d'air de lavage. Pas d'air de lavage pour leur matériel. Bon, bah, quelque part, ça fait partie du plan de progrès à ce moment-là, hein, de le faire. Et donc, sur la récupération des eaux de lavage quand on est derrière une salmonelle et qu'on veut faire une décontamination, forcément, on inclut dans le protocole à minima, si on n'est pas équipé d'une fosse de récupération des eaux de lavage,
un système qui va venir les collecter. Alors, on fait creuser une rigole, un trou dans lequel on met de la chaux et on collecte à la plus grande proximité du bâtiment, mais de manière enfouie et assainie avec une large quantité de chaux. On collecte les eaux à ce moment-là, quoi. Quand il y a une fosse de récupération qui existe, bien sûr, ces eaux de lavage doivent être pompées et surtout pas épandues comme ça au risque de propager la salmonelle. Et la plupart du temps, on va les redéverser à l'endroit où on a stocké le fumier. Alors, c'était tout pour les questions du chat. On a bien noté qu'il y avait des difficultés parfois à lire les QR codes, donc on va vous les renvoyer via vos OVVT. Donc maintenant, pour tous ceux qui ont encore des questions, je vous invite à lever la main. Alors, Catherine Wardzinski. Bonjour, j'avais une question. Alors, c'était sur la partie cadavre et ce qui a été présenté sur l'intervalle entre l'enlèvement des cadavres et voilà et le stockage potentiel. Est-ce Ouais. que c'est donc on entend ça vraiment du point de vue de l'éleveur et pas du point de vue de l'équarrissage qui est pas forcément tenu d'enlever dans les 48 heures, mais qui peut mettre un peu plus de temps à venir. Ah oui, tout à fait. C'est en fait, moi, si je résume ça, je prends un peu dans l'autre sens de la manière dont on avait tourné la question. C'est l'éleveur n'est pas obligé de les mettre au frais s'ils sont enlevés en moins de 48 heures, peut les garder au froid positif s'ils sont enlevés en moins de 7 jours, et peut les garder jusqu'à 2 mois s'il les congèle. C'est ça la réglementation, mais ce sont bien des obligations par l'éleveur pour l'éleveur, pardon, qui doit adapter ses moyens en fonction de quand sont enlevés ces cadavres. Et bien sûr, la plus grosse question, hein, généralement, c'est qu'on peut avoir, et on voit, des stockages congelés qui sont supérieurs à 2 mois hein, dans des élevages labels ou dans des choses comme ça. Bon, ça a au moins le mérite d'ouvrir la question de ce côté-là. Je pense que si les garde 3 mois ou 4 mois, ils ne vont pas en prison pour autant, hein, mais Mais il n'y a pas de ça permet de présence. rappeler cet aspect réglementaire. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, Alexandre Dimberton. Oui, j'avais une question par rapport au fumier, parce qu'en fait, les premières visites sanitaires aviaires qu'on fait, on a souvent les mêmes réponses. C'est-à-dire que le fumier, comment vous faites, ils vident le poulailler, ils le mettent au milieu d'un champ, quoi. Alors, dans le meilleur des cas, c'est éloigné de notre élevage, mais assez souvent, on va dire. Mais c'est bien sûr pas du tout couvert. Et puis après, ils y enfouissent quand les conditions météo sont favorables. Et ils y étendent, puis ils y enfouissent quand les conditions météo sont favorables. Donc, alors que dans les questions, ce qu'on voit s'acheminer, c'est que finalement, bon, stockage fumier, ça j'ai bien compris, mais également enfouissement immédiat. Et si j'ai bien compris, un enfouissement immédiat, c'est un tracteur avec un épandeur et l'autre qui laboure derrière. Mais ça, Oui. concrètement, en tout cas dans ma région, hein, donc entre l'Ain et la Saône-et-Loire, ça se fait pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils stockent au pré et finalement après ils vont épandre, puis labourer, pas de façon immédiate. Alors une fois qu'ils ont étendu, ils labourent le lendemain, à mon avis, hein, mais Mm. voilà. Donc Mais souvent, le stockage au prêt, alors, qui est tout à fait possible, hein, on ne l'a pas exclu du tout, enfin, c'est même la plupart des cas de figure. Par contre, ça n'empêche pas que souvent ce stockage est très supérieur à 42 jours, quoi, vu le côté pailleux d'un fumier de volaille. Enfin, on verra hein, ce qui sort comme réponse, mais c'est mm. souvent stocké très longtemps, quoi. Et une fois qu'on a, d'un point de vue réglementaire, une fois qu'on a passé les 42 jours, on n'est pas tenu à l'enfouissement immédiat. Ah bah très bien. Voilà, ok, c'était parfait. Ce que je pourrais leur dire parce que c'était tous un peu, Hmm. ça semait un peu la terreur, on va dire. Non, non. C'est l'enfouissement immédiat, c'est pour du fumier non assaini au sens de l'influenza, c'est-à-dire que pour un assainissement naturel, il a été stocké moins de 42 jours avant d'être répandu. Ok, et merci pour la réponse.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Charlotte, tu vois d'autres mains? Alors, oui, il y a une main qui vient de se lever. Dominique Ballois. Ouais, Jocelyn, merci. Merci. Je pense que la question qui concernait les oies couvées, Jocelyn, concernait les oies couvées qui sont les non incubables, qui ne sont pas repris Ouais, par les couvoirs et qui restent à l'élevage. Et ça, c'est une question plus compliquée c'est et un sûr. problème toujours à gérer en repos, quoi. Ouais, c'est un vrai problème. Et là, on peut avoir des réponses diverses et variées, du genre, je les mets dans un trou, je les amène au tas de fumier, je les casse sous les caillebotis, et c'est compliqué. Donc, si on relit la, cette partie finale de ce qui est prévu par la loi, je ne l'ai plus là. Mince, j'aurais voulu la réafficher, mais j'ai plus. Donc, mais c'est sûr que ça va être une grosse question, ça. Ça va être une petite discussion là-dessus. Alors, il y a certains secteurs où on a des entreprises de collecte qui les prennent, quoi. Mais pas beaucoup plus de réponses que ça. Bon. Et ben dans ce cas-là, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir finir. Ah, désolé, pas de micro. On a une question dans le chat. Alors, On attend que la question soit envoyée. ah, ok. Alors, effluent toute espèce, dont les bouts de station d'épuration, pour interrogation. Ah, alors on a vraiment construit la VSA dans le sens, on restait en famille dans les productions animales. On n'a pas étendu, dans la réflexion générale, on n'a pas étendu au bout d'épuration et aux effluents humains. Moi, ce que je vous conseillerais à ce moment-là, c'est de bien se dire que on les prend pas en considération pour répondre on répond pas oui à la question est-ce qu'il y a des effluents d'autres élevages qui sont étendus autour de chez vous, mais par contre, la note peut être intéressante et forcément la discussion en termes de risque, elle est intéressante si vous avez des élevages concernés. Mais il me semble bien, Charlotte, tu me détrompes si tu penses qu'il faut faire autrement, mais moi je resterais bien quand même sur la partie vraiment production animale. Oui, non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est la façon dont ça a été monté. Ouais. Mais bien sûr, je te rejoins là-dessus. Clairement, aborder le sujet avec l'aide. Mm. On a une partie des questions qui sont remontées statistiques et qu'il faut poser telles quelles, mais on a une grande place reste ouverte à la discussion avec l'éleveur et à faire de la pédagogie. Bon. S'il y en a encore qui veulent poser des questions, ils peuvent lever la main ou écrire dans le chat avant qu'on clore ce webinaire. Bon, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, impeccable. Jocelyn, Merci le mot de la beaucoup. fin. Et merci d'avoir été aussi nombreux. Je pense qu'on a été plus de 60 à un moment. On est monté jusqu'à 67 personnes connectées en Waouh. même temps. Eh bien, génial. Merci à tous et bonne VSA. On va essayer de faire mentir les statistiques qui, des fois, disent qu'on n'est pas des bons élèves pour la réalisation de ces VSA. Et j'enfonce le clou, un des échos eus par les collègues qui en ont fait jusqu'à présent, qui ont un super accueil de la part des clients de ce côté-là, des éleveurs de ce côté-là. Donc,
Donc, n'hésitons pas, allons-y. Et surtout, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos OVGT. Ils ont tous pour la majorité, des référents dans le domaine avicole auxquels vous pouvez poser vos questions, qui sont également en contact avec Jocelyn s'ils n'ont pas la réponse immédiatement. Donc, tournez-vous vers eux en cas de questions, ils sont là pour ça. Merci à tous. Allez, bonne journée à tous, au revoir.